tiers livre, un cycle qui s'appelle Les 40 jours. On est le 15, pas de baratin. On a fait une petite sous-série qui était un voyage dans l'œuvre de Christophe Darcos. Et ce qu'un texte, un livre posthume qui s'appelle Le Kilo. Dedans, il y a un texte qui s'appelle Le Kilo. Mais il se trouve que précisément, il fait aussi 1 kilo qu'Alexandre Marais, David Christoffel, je ne sais pas qui avec eux. En tout cas, merci pour ce fabuleux travail. Il est sourcé. Il y a un index qui répertorie d'où ça vient dans les dossiers, dans les fichiers d'ordi. On en sait très peu de plus, sauf qu'on découvre dans le kilo des textes qui sont, pourquoi intéressants ? Parce qu'ils ne sont pas les textes achevés, ils ne sont pas les textes proférés ou repris sur scène comme dans l'enregistré. C'est simplement ce qu'on fabrique pour soi. Je ne développe pas là-dessus. Dans tout à la fin, alors vous savez que c'est un livre composite, parce qu'il y a toute une série où on nous rassemble des lettres de Darcos, Jean-Marie Guilez, Bernard Heidsieck, Charles Penquin et quelques autres. Je ne vais pas tout mémoriser. Il y a aussi tout un ensemble qui s'appelle simplement Notes, c'est-à-dire un fichier dans l'ordi où tu rassembles ce que tu ne sais pas mettre ailleurs. J'en sais pas plus. Sauf que si on entre chez un auteur par précisément l'atelier, la salle de travail, qu'est-ce que ça change si nous, on casse avec l'idée, voici ce qu'il a fait, voici ce qui est publié, et on se positionne par rapport à ça pour écrire, ou bien si simplement on se dit, voilà comment lui il travaille. Et si nous, dans notre façon de travailler, là, dans notre espace de travail, c'est là aussi qu'on s'installe. Qu'est-ce que ça change ? Alors dans ce texte qui est donc tout à la fin du kilo, on a juste une indication dans les sources, oui, c'est vraiment à la fin. Oratorio provient du fichier ENDUIT2.doc du 5 septembre 1996. C'est tout ce qu'on saura. Oratorio. Alors 1996, c'est que Darcos meurt en 2004, on est 8 ans avant. Vous savez qu'en 2001, il publie Anachronisme, pour moi le texte testamentaire, et Oratorio, donc on est juste un petit peu en amont de cette dernière figure de l'œuvre. Oratorio 1, mais je n'ai pas vu d'Oratorio 2, entre parenthèses, pour une voix. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que tu écris pas pour que toi tu lises ou que tu performes, ou tu n'écris pas d'après une transcription de tes propres improvisations, parce que c'est ça aussi, Darcos, c'est que tu écris quelque chose qui va être dit ou chanté par le destinataire. Et le destinataire, il a un nom. Mais ça, par exemple, dans Coltès, on a des choses écrites pour, par exemple, Coltès pour Jacqueline Maillan. Eh bien, là, c'est pour Françoise Atlan. Christophe Darcos était né en 1963, mort en 2004. Françoise Atlan, elle est de sa génération. Elle est née, j'ai regardé sur Wikipédia, en 1964. C'est une chanteuse née d'une famille d'origine juive, berbère et andalouse. Vieille tradition culturelle, et dans son travail de chanteuse, malgré Grand Prix du disque, etc., elle a frayé son chemin à l'écart, en particulier dans les chants traditionnels du Maroc. Point à la ligne, ça c'est après le texte, Oratorio, et après le décès de Christophe. Oratorio 1, pour une voix, pour Françoise Atlan. Première partie. Et c'est ça aussi, c'est que Oratorio, de 4 pages, un texte de 4 pages, elle est où la deuxième partie ? Il n'y en a pas. Est-ce que Françoise Atlan, destinataire et dédicataire, a reçu cette première partie ? C'est passé quoi entre eux ? On ne sait même pas. Peu importe. Moi, ce que j'ai besoin, c'est ça. Un titre, Oratorio. La prière, la louange. Donc il y a un côté rituel à l'oratorio. Première partie, donc on sait que c'est un texte inachevé, mais pour une voix. Tu écris pour la voix de quelqu'un d'autre.
Et pour Françoise Atlan, c'est-à-dire que tu intègres à l'intérieur de toi qui est. Et c'est une chanteuse, pas une actrice, c'est secondaire, mais en tout cas, ce que tu travailles pour la voix, tu le prends à la voix d'une autre. Et comme le travail restera inachevé, on ne sait pas du tout, mais ça, c'est pas le problème. Première partie, et par contre la première phrase. Je ne suis pas tranquille. Et moi, à la limite, ça suffirait pour l'atelier. Je ne suis pas tranquille. Et c'est une voix qui vous dit ça. Ça suffit pas comme point de départ. Je suis sûr qu'il y en a qui regarderont pas la suite de la vidéo. Allez, je me dépêche quand même d'accumuler un petit peu. Première partie. Ouvrez les guillemets. Je ne suis pas tranquille. Et même ce guillemet a de l'importance. C'est-à-dire que typographiquement, vous ouvrez le fait que la voix parle. J'entends un bruit de fond continu qui ne me gêne pas. Alors cette histoire de la prégnance du bruit, vous savez que nous on l'a travaillé aussi en atelier. On l'a travaillé en particulier avec ce dossier que Henri Michaud prépare pour son monde visionnaire. Vous savez, ce film sur tout ce qui se passe à l'intérieur du cerveau quand on est dans les visions à chiche et mescal et autres. Et quand on lui propose de faire l'adaptation du film, il fait un texte qui s'intitule « Liste des bruits à rechercher », mais qui casse le statut de liste parce que c'est des pas dans un escalier qui grince mais qui s'approche. Et ce travail sur uniquement comment écrire, nous, avec le langage, une partition de bruit, ben, c'est pas évident. On l'a fait par ailleurs. Ici, c'est juste une prégnance. Une discrète prégnance de l'auditif, mais c'est pas l'artefact technique de l'auditif qui va nous être importante. C'est pas écrire un texte sur là, tu es dans un appartement ou là où tu es, ou ta maison, ou ton jardin, tu es protégé, tu es dans une distance. La distance va être extrêmement importante, mais malgré cette distance, des bruits discrets interviennent. Malgré cette distance, le monde est présent. Il y a une radio très loin, il y a ce que tu entends là-bas, même le bruit du vent, ou un train encore plus loin. Et puis, mais l'important, c'est la première phrase. Je ne suis pas tranquille. Et c'est là où ce texte, cet oratorio en projet de Christophe Tarcos, en pensant, lui, à cette chanteuse Françoise Atlan, prend son sens. On ne travaille pas sur les bruits. Par exemple, dans Anachronisme, il est page 155 d'Anachronisme. Je vous le dis comme ça, juste pour l'écarter, attention, hein, on est clair. Je ne veux pas que vous me fassiez ça. On l'a déjà fait, on l'a fait ailleurs. Là, on a passé cette étape-là. Coup de klaxon d'un camion, bruit de la sirène d'une péniche, coup de klaxon de la locomotive qui passe dans la gare de triage. Une mobilette passe, une moto démarre. C'est-à-dire que Tarcos n'enregistre pas les bruits, mais qu'il enregistre les sauts, les coups d'intensité dans le bruit. Attention, pas le continuum, ça aussi, ça va se séparer complètement là, du texte. Je ne suis pas tranquille, mais ce qui attire votre attention, coup de klaxon. Bam, passage du bruit, du grincement des moteurs d'une péniche. Une péniche qui tracte une péniche. Là, on est visuel, on n'est pas sonore, excuse-moi Christophe. Passage d'un camion, passage du bruit. Ben ouais, mais c'est parce qu'il a décalé ça qu'il peut écrire l'expression passage du bruit, qui peut être le nom d'une impasse d'ailleurs, mais j'aimerais pas y habiter. Coup de klaxon de la locomotive qui passe dans la gare de triage. Les choses sont récurrentes, circulaires. On repasse par les mêmes pour réouvrir en bifurquant, qui passe sous un pont, circulation routière, freinage et démarrage d'une moto, un chien aboie. Les voitures redémarrent. Dans les voitures, une moto, cri d'enfant, le chien aboie plus, puis n'aboie plus, les enfants ne crient plus, la cessation du bruit devenant aussi événement. Allez, on ne s'occupe pas de ça, mais c'est bien de le savoir aussi. Ça, par exemple, moi, je n'ai pas jusqu'ici repéré tant que ça. Passage du bruit. En quoi un bruit peut être mobile? En quoi la cessation du bruit, les enfants ne crient plus, est aussi un événement sonore. Donc, mine de rien, quand même, c'est bien de garder ça en tête. Mais là, je ne suis pas tranquille. J'entends un bruit de fond continu
Et c'est ça qui va nous intéresser. Je n'arrive pas à me concentrer. Je dis souvent, c'est ma sensibilité qui est exacerbée. De nombreuses choses me touchent encore à chaque instant. Des détails, c'est bête, je ne peux pas les abstraire. Vous voyez où je veux en venir? Des détails, c'est bête, je ne peux pas les abstraire. Et le sonore va compter encore. C'est cette discrétion, mais je ne suis pas tranquille. C'est ce lien à l'intranquille, le livre de l'intranquillité, vous connaissez ça aussi. Je voudrais penser, pour y arriver, reprendre un peu mon calme. J'espère qu'ils ne réveilleront pas mon fils qui dort. J'aimerais prendre le temps, savoir me mettre en condition de rester calme et le penser, et de penser à toutes ces belles choses merveilleuses. Tu vois, je range encore, je touche, je tripote des affaires, j'ai toujours quelque chose en train. Là, on n'est plus dans le sonore. Je ne suis pas tranquille, eh bien, tu vois. J'écris « tu vois » pour que quelqu'un, celle pour qui j'écris ce texte, cet oratorio, dise « tu vois ». Donc, celles et ceux qui l'écoutent, elle et pas moi. Tu vois, je range encore, je touche, je tripote des affaires. Ces petits gestes-là, du quotidien tout le temps, eh bien, ils sont comme ce bruit de fond continu, discret. Penser doit mettre dans le même état que l'état dans lequel met la poésie. Et là, tout d'un coup, bam, tu te reprends Tarcos dans la figure. C'est pas un hasard si on essaye de dire l'importance là du kilo. Penser doit mettre dans le même état que l'état dans lequel met la poésie. J'aimerais encore une fois retrouver cet état qui fait voir ce qui est au-dessus de tout ça, de la vie, de ma vie. Je ne décroche pas de ma vie, je suis à elle. Dit par un gars qui va mourir dans 8 ans quand même, mais qui sait cette maladie, qu'il n'y a pas d'autre voie. Pour nous, ça résonne grave. Il doit exister un état autre, j'aime penser qu'il existe. Ma mère va téléphoner dans l'heure, c'est un exemple, c'est vraiment possible. Je ne voudrais pas que la sonnerie du téléphone gêne. Lorsque je me remets à penser ces choses qui sont plus hautes que nous, plus importantes que nous, je suis mieux. C'est devenu presque impossible, je n'entends plus la musique. Je ne sais plus où est ce qui est beau. Et là, ce passage dont je voudrais aussi qu'il soit pour vous le point d'appui là, pour la 15. Il y a toujours des bruits qui viennent se rappeler à nous, ils disent quelque chose, ils appellent, ils font sortir de là la situation qui vient, qui naît, qui se change. Il y a des crépitements de bruit tant ils sont maintenant nombreux, qui viennent de partout. Je me souviens de petits bruits, ils n'apparaissent pas, puis ils attirent l'attention. Je ne peux pas faire comme s'ils n'existent pas. Ils sont si petits à l'oreille et le sens tourne. J'aimerais pouvoir dire ce que je vois. Quelquefois, je sais que je pourrais voir certaines choses. Je rêve trop, je devrais le mettre par écrit, raconter des choses. Je suis trop sensible, je suis sensible pour tout. Je ne vois pas comment je ne pourrais pas être inquiète. Tiens donc, encore le féminin de la narratrice. Ben oui, mais c'est justement fait pour que Françoise Atlan, chanteuse, dédicataire de l'oratorio, le dise. Tu sais, je n'ai pas le temps de tout dire. Les venues de crépitement sont trop nombreuses, sont toujours là, je n'arrive pas à les suivre tous. Ils m'échappent, ils font une musique. Bon, je vous laisse avec ça. Ce que je vous propose, moi, c'est ça, de rester avec cette idée de la voix. Est-ce que c'est vous qui parlez de vos bruits? Ben non, justement, ça on l'a déjà fait. C'est pour ça que le texte d'anachronisme, je dis, on le met à l'écart, quel que soit son intérêt. On ne travaille pas sur les bruits avec un narrateur qui peut être vous, non. Précédent, on a travaillé sur ce texte qui commence par « Je suis assise à ma table de salle à manger ». La différence, c'est quoi? C'est que l'autre texte, 93, donc au moins 3 ans plus tôt, personnage de fiction, anonyme. Là, c'est la voix. On écrit pour la voix d'une autre. Mais la voix d'une autre, ben oui, c'est que tout d'un coup, ça va amorcer la fiction. Je ne suis pas tranquille. Fiction, histoire, intrigue, la ville, d'accord. Mais on commence lentement la transition. Je ne suis pas tranquille. Et lui, un guillemet.
Vous mettez le guillemet, il n'y a pas de majuscule. Ouvrez les guillemets, je ne suis pas tranquille. Ça y est, vous l'avez écrite la phrase? Allez, prenez un petit crayon, prenez vos petits bouts de papier, faites ce que vous voulez là pour le support. Ouvrez les guillemets, je refais la dictée. Je ne suis pas tranquille. Eh bien, cette fois, ça y est, vous l'avez écrite devant vous. La phrase, je ne suis pas tranquille. Vous avez ouvert les guillemets, je ne suis pas tranquille. Je fais un petit chuchotis, hommage à mon ami Gwen Daniel. Je ne suis pas tranquille. Qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce que penser? Qu'est-ce qu'attendre? Pourquoi il y a ces petits crépitements? Le temps est ouvert. Première partie. Il n'y aura même pas de deuxième partie, on ne sait pas comment le texte va finir. Vous avez écrit, ouvrez les guillemets, je ne suis pas tranquille. Vous les entendez, les bruits? Eh bien, c'est pas vous qui parlez. On est dans de la fiction. Et plus qu'à y aller. À demain.